Donc, bonjour à tous, bienvenue maintenant dans la session des lymphomes Hodgkin. C'est avec plaisir que je présente le docteur Nathalie Johnson. Dr. Johnson est une hématologue de l'hôpital général juif. Elle est un professeur associé de l'Université McGill. Elle est très active en recherche clinique et translationnelle pour trouver de nouveaux traitements pour améliorer la survie et la qualité de vie des patients atteints de lymphome. Donc, sans plus tarder, Dr. Johnson, merci beaucoup pour votre présentation. Bonjour, je suis Nathalie Johnson. Je suis hématologue à l'hôpital général juif. J'aimerais remercier Lymphome Canada pour m'avoir invité de parler de mon sujet préféré, qui est le lymphome d'Hodgkin. Donc, je vais commencer par mes divulgations. Je suis consultante pour plusieurs compagnies pharmaceutiques parce que je fais beaucoup de recherches dans le domaine de lymphome et je reçois du financement de compagnies pour faire de la recherche aussi, qui n'est pas pertinent à ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va commencer par parler un petit peu de l'histoire de la maladie d'Hodgkin, la biologie, les traitements qui sont offerts en première ligne et en deuxième ligne, surtout ce qui est pertinent au Québec et les nouvelles thérapies. Donc, le lymphome d'Hodgkin prend son nom du pathologiste qui a décrit la maladie dans les années 1800, en 1832. Son nom était Thomas Hodgkin et c'est un pathologiste qui est devenu très, très populaire, tellement au point que même à ce jour, il y a des hématologues qui vont faire un pèlerinage jusqu'en Israël pour voir sa pierre tombale. Euh, la maladie d'Hodgkin est distincte de d'autres lymphomes en ce qui concerne la cellule tumorale. Elle, c'est une grosse cellule, plus grosse que les autres cellules de lymphome, et qui a deux noyaux avec deux nucléoles. Ça a l'air comme des yeux d'hibou. Cette cellule-là s'appelle la cellule Reed-Sternberg, qui a été décrite par d'autres pathologistes. On a beaucoup, beaucoup appris à propos de la maladie d'Hodgkin. Dans les années 60, c'était une maladie qui était incurable, même en première ligne. Mais certainement, s'il y avait une rechute, il n'y avait rien à offrir. Et en 2023, on peut dire que plus que 85% sont guéris de la maladie. En étudiant la maladie d'Hodgkin, on a vraiment euh, découvert plusieurs nouvelles façons de traiter les patients de lymphome. Ça nous a montré comment euh, la stadification des lymphomes, le traitement, les premiers traitements avec la chimiothérapie, les premiers traitements avec la radiothérapie. C'était les premiers essais cliniques dans plusieurs centres parce que c'était une maladie qui était assez rare. Et étant donné que c'est une maladie guérissable, c'était une des premières maladies où on a pu comprendre les complications dans les survivants de lymphome. Pour comprendre les lymphomes, c'est toujours bien de commencer par comprendre le système immunitaire. Euh, il y a deux composantes au système immunitaire. Il y a la composante innée, donc c'est les soldats qui sont prêts à combattre des infections immédiatement. Ce qui est le plus important dans cette immunité-là, c'est les neutrophiles. Plusieurs patients qui sont atteints de lymphome vont comprendre que les neutrophiles sont importants pour combattre les infections bactériennes. Et plusieurs chimiothérapies peuvent faire diminuer les neutrophiles. Et ça prend, c'est des cellules qui sont recrutées en moins de quelques heures. Il y a l'immunité adaptive qui prend des jours à vraiment s'installer
commencer à combattre des infections. Ça comprend les lymphocytes B et les lymphocytes T. Et ces deux types de lymphocytes sont importants pour combattre des infections du type genre COVID. Les cellules B, c'est les précurseurs qui deviennent cancéreuses dans la maladie d'Hodgkin. Le système immunitaire est conçu de la moelle osseuse où on développe les neutrophiles, aussi les premiers lymphocytes, mais aussi, une fois que les lymphocytes sortent dans le sang, ça voyage dans les ganglions. Alors ça, c'est ici, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est le système lymphatique. Et quand on a un lymphome, on peut trouver des anomalies, des dépôts où les lymphomes grossissent dans certains ganglions, en dessous des aisselles, dans le cou, au niveau des voies respiratoires et dans la cavité abdominale et les parties inguinales. Donc, ça, c'est les endroits où on peut voir les ganglions enflés. Donc, qu'est-ce qu'un lymphome d'Hodgkin? Moi, ce que je dis à mes patients, c'est que c'est un cancer des lymphocytes du système immunitaire, les lymphocytes B qui deviennent cancéreux. Ça représente 11% de tous les lymphomes. Les patients se présentent avec des ganglions, surtout dans le cou, et ensuite, ça va de haut en bas. Ils peuvent aussi avoir ce qu'on appelle des symptômes B, donc des fièvres, des sueurs nocturnes, perte de poids. Ce qui est intéressant avec la maladie d'Hodgkin, c'est certains patients décrivent la prurite, donc c'est des démangeaisons, la peau pique, et des douleurs qui est provoquée par l'alcool à l'endroit où ils ont les ganglions enflés. C'est une maladie qu'on voit surtout chez les jeunes, donc les adolescents et les jeunes adultes, mais aussi chez les personnes qui sont plus âgées, mais c'est des facteurs défavorables. Donc, les jeunes sont plus sujets à avoir des, une meilleure réponse à leur traitement. Donc, si on compare la maladie d'Hodgkin avec d'autres lymphomes, c'est que la cellule tumorale, la cellule cancéreuse, représente seulement 1% du ganglion, du tissu. Et elle est entourée de plein de cellules immunitaires qui sont normales. Dans d'autres lymphomes, c'est pas le cas. On voit plusieurs cellules tumorales qui remplacent le ganglion. Ici, les cellules tumorales ou cancéreuses sont très, très grosses, mais très peu fréquentes. Ils surexpriment une protéine qui s'appelle le CD30 et aussi une autre protéine qui s'appelle le PDL1. Ces deux protéines, je vais vous en parler plus tard parce qu'elles sont importantes pour les thérapies ciblées dans cette maladie-là. Donc, chaque patient qui se présente avec des ganglions enflés ou qu'on pense qu'il y a un lymphome, la première étape, c'est de faire une biopsie. Alors, pour vraiment déterminer le diagnostic précis. Ensuite, c'est la stadification. Donc, où se trouve la maladie? Pour trouver le stade, on peut faire des CT scans normales, mais si la maladie est seulement dans le cou ou dans les voies respiratoires, donc stade 2,
La plupart des centres ont fait des TEP scans. Donc, ça peut détecter la maladie qui n'est pas facile à voir sur les CT scans. Donc, je pense que le plus commun chez les patients atteints d'Hodgkin vont avoir un TEP scan au niveau du diagnostic. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui sont importants à considérer pour le traitement, surtout chez des personnes plus âgées qui ont qui peuvent avoir d'autres problèmes, type cardiaque ou pulmonaire, qui vont influencer le choix de traitement. Et il y a aussi la considération de la fertilité. Le traitement initial de Hodgkin ne cause pas d'infertilité. Par contre, si le premier traitement ne fonctionne pas, les autres traitements peuvent. Alors, c'est une considération de faire une préservation de sperme ou d'ovules avant de commencer le traitement. Donc, le stade de lymphome est effectué en utilisant le stade Ann Arbor qu'on peut voir ici à l'écran. Donc, si la maladie se situe juste dans un ganglion, c'est considéré comme stade 1. Si c'est deux ganglions, mais en haut ou juste sur un côté du diaphragme, c'est considéré comme stade 2. Si c'est présent sur les deux côtés du diaphragme, c'est stade 3. Et si ça inclut des sites qui sont extraganglionnaires, comme le foie, les os, les poumons, là, c'est rendu stade 4. Dans tous les cas, même rendu au stade 4, la maladie, je dis à mes patients que la maladie est quand même guérissable. Donc, ce serait le but du traitement, c'est une guérison. Donc, la première étape, c'est le stade. Ensuite, c'est de voir s'il y a des symptômes B. S'il n'y a pas de symptômes B, ce serait le stade 4 ou stade A. Et s'il y a des symptômes B, ça serait le stade ensuite suivi avec le B. Ça, c'est B, ça veut dire qu'il y a des fièvres, des sueurs ou perte de poids. Donc, le traitement de Hodgkin n'est pas chirurgical. La chirurgie est faite seulement pour trouver le diagnostic. Si on enlève le ganglion, il y a des fortes chances que ce ganglion-là ou les ganglions entourant le ganglion qui a été enlevé vont commencer à grossir et avoir la maladie. La radiothérapie a été utilisée très tôt, dans les années 70-80, surtout sur les stades précoces, donc les stades 1 ou 2. Mais les rémissions n'étaient pas durables. Seulement 70% des patients restaient en rémission. Alors, ce n'est pas une considération. La radiothérapie pourrait être utilisée, je dirais, dans les personnes en qui la chimiothérapie ne serait pas une option. Des personnes qui sont très âgées ou qui ont juste un ganglion, ça pourrait être envisagé. Mais la plupart des personnes qui ont des stades 1 ou 2 vont être traitées avec la chimiothérapie, avec ou sans radiothérapie. Donc, je parlais de chimiothérapie, c'est le traitement standard de la maladie d'Hodgkin. Radiothérapie, c'est-à-dire chimiothérapie seule dans les stades 3 et 4. Et ça peut être la chimiothérapie seule ou en combinaison avec la radiothérapie dans les stades 1 ou 2. Et la raison pourquoi on peut combiner les deux, c'est qu'on diminue les doses de chimiothérapie et de radiothérapie pour minimiser la toxicité. La chimiothérapie standard pour la maladie d'Hodgkin, c'est le ABVD, où chaque lettre représente un médicament.
A, c'est pour adriamycine. L'effet secondaire le plus important pour l'adriamycine, c'est l'effet cardiotoxique. Donc, aux doses qu'on utilise euh, pour guérir la maladie, on ne voit pas de cardiotoxicité. Euh, Par contre, les personnes qui ont des problèmes cardiaques, on ne pourrait pas utiliser l'adriamycine. La bléomycine, c'est un médicament qui peut causer des toxicités pulmonaires. Donc, des personnes qui ont des problèmes déjà d'emblée au poumon, ça serait à éviter la bléomycine. Et ces effets secondaires sont plus importants chez les personnes plus âgées. La vinblastine peut causer des engourdissements, des neuropathies, des engourdissements dans les pieds et dans les doigts, mais peut aussi causer des neuropathies intestinales, donc constipation, diarrhée. Encore là, c'est plus fréquent chez les personnes plus âgées. Et la dacarbazine qui peut causer des nausées et des vomissements. En tout, il y a euh, une chance sur 4, une chance sur 5 d'avoir un effet sur le système immunitaire qui peut causer une neutropénie sévère. Certains patients vont avoir besoin de médicaments, euh, ça s'appelle Gastrophil ou la Pelga, c'est un médicament qui est donné subcutané pour empêcher la chute des neutrophiles, hein, pour diminuer les risques d'infection. Et je dis à mes patients, tous ceux qui sont en traitement avec la chimiothérapie, il ne faut pas négliger une fièvre qui peut être dangereux. Alors, il faut se présenter à l'hôpital si ils ne se sentent pas bien. Il y a un autre traitement qui est aussi offert pour les patients qui ont la maladie d'Hodgkin. Ça s'appelle le brentuximab vedotin. Et c'est un anticorps qui est lié à une molécule qui s'appelle le monomethyl E. Donc, ça aussi, c'est une molécule qui empêche les microtubules euh, de, de performer. Donc, ça empoisonne le système qui est important pour la division cellulaire. Et ce qui arrive, c'est que cet anticorps-là se lie à la protéine CD30. Donc, ce que je vous ai parlé plus tôt, c'est que chaque cellule tumorale de Hodgkin va exprimer cette protéine-là. Donc, aussitôt qu'elle se lie, elle rentre dans la cellule et elle va l'empoisonner. Elle ne pourra plus se diviser pour se propager. Donc, c'est un médicament qui est très, très efficace, mais qui a comme effet secondaire des neuropathies et la neutropénie. Donc, quelles sont les options de traitement pour une maladie d'Hodgkin de stade limité? Ce qu'on peut voir à gauche, c'est une image de TEP scan. C'est une image nucléaire. Et ce qui est le plus foncé, en noir foncé, ce serait là où les ganglions qui sont atteints de maladie d'Hodgkin. Le cancer et la maladie d'Hodgkin prend plus de sucre que des cellules normales. Et c'est avec ça parce que on donne un sucre qu'on peut voir au scan au patient, puis c'est comme ça qu'on peut identifier la maladie. Alors, dans un stade limité, on peut offrir un traitement de, de faible dose de chimiothérapie, donc 2 à 4 cycles, avec la radiothérapie. La chimiothérapie seule, dépendant de la réponse au scan, ou bien on peut avoir un traitement adapté, dépendamment de la réponse au TEP scan.
Donc, donner 2 à 3 cycles de chimiothérapie, c'est-à-dire 2 à 4 cycles de chimiothérapie, dépendant de la réponse au PET scan. La différence d'un traitement à l'autre, pourquoi choisir un versus l'autre? Bien, certains patients euh, tolèrent moins bien la chimiothérapie, donc des personnes plus âgées, par exemple. Donc, 2 traitements de chimio avec la radiothérapie peut être mieux tolérés. Mais chez des personnes qui sont plus jeunes, surtout des femmes, ou que la maladie se trouve juste proche du cœur ou proche des seins, avoir de la radiothérapie, là, peut augmenter les risques d'effets secondaires à long terme. Donc, des effets sur le cœur, et les effets des cancers secondaires 20 ans plus tard. Donc, pour éviter ces risques-là, on préconise de donner seulement de la chimiothérapie. Pour la maladie de stade avancé, le traitement est de chimiothérapie seule. On peut donner 6 cycles de ABVD. La plupart des hématologues maintenant vont faire un traitement qui est adapté par rapport à la réponse au TEP scan après 2 cycles. Donc, on donne 2 cycles de maladie, c'est-à-dire 2 cycles de ABVD. Si le TEP scan est négatif, on enlève la bliomycine parce qu'on sait que la bliomycine peut augmenter les risques de toxicité pulmonaire et on continue seulement avec 4 cycles d'ABVD. Donc, c'était le traitement standard pendant quelques années. Tout récemment, le brentuximab peut être administré avec le AVD qui est approuvé pour le stade 4. Il faut enlever la bliomycine quand on donne la brentuximab parce qu'on augmente la toxicité pulmonaire si on donne les deux en même temps. Donc, la maladie d'Hodgkin peut être guérie dans plus que 80% des cas avec l'ABVT tout seul. Il y a d'autres traitements qui sont plus toxiques, le BACOP, plus qu'il y a de lettres, plus qu'il y a de la chimiothérapie. C'est un médicament qui est donné en Europe et ça a démontré que mais malgré que c'est plus toxique, ce n'est pas plus efficace à guérir la maladie. Donc, c'est pour ça qu'en Amérique du Nord, le traitement standard qu'on préconise, c'est vraiment le ABVD. Le traitement avec le brentuximab, donc le AVD, brentuximab, le nom commercial, c'est Adcetris. Alors, c'est pour ça que c'est avec un A. Le traitement a été démontré à être supérieur à l'ABVD, point de vue d'induction de données des rémissions complètes. Donc, il y avait moins de chances de rechute par au moins 5%. Et tout récemment, on voit qu'il y a un avantage de survie globale en donnant le AAVD par rapport à la ABVD. Donc, c'est un traitement qui est approuvé au Québec chez les patients qui ont la maladie de Hodgkin stade 4. Puis, je vais vous montrer les données, pourquoi que c'est approuvé seulement pour le stade 4. Le traitement d'AVD est légèrement plus toxique que le ABVD, donc il y a plus de neurotoxicité, 19, plus que la moitié, donc 19% versus 9%, et c'est sévère dans 9% par rapport à 3%. C'est vraiment là, des engourdissements dans les mains puis dans les pieds qui peuvent durer
il y a certains patients que c'est irréversible. Donc, c'est toujours une discussion à avoir avec le patient avant de commencer ce traitement-là. Il y a plus de risques de neutropénie et d'infection avec le AAVD. Donc, il y a toujours, il faut donner le traitement en combinaison avec des, une thérapie pour empêcher la diminution de neutrophils, donc le Grastofil ou le Lapelga. Mais il y a moins de toxicité pulmonaire que le ABVD. Donc, pourquoi que le Québec l'a approuvé juste seulement pour le stade 4? Ce que vous pouvez voir ici, c'est des statistiques. Donc, il y a la ligne noire continue qui représente la partie neutre. Si le, voyons, le carré est proche de la ligne noire, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'effet statistiquement significatif avec le traitement. Ce que vous pouvez voir ici dans le carré rouge, c'est que le carré noir est nettement à gauche de la ligne noire continue. Donc, il y a un effet statistiquement positif, surtout chez les patients qui ont un stade avancé puis extra-ganglionnaire. Donc, c'est pour ça que c'est approuvé dans ce type de patient-là. Donc, une fois que le patient a fini son traitement de première ligne, donc ou bien traitement combiné chimiothérapie et radiothérapie, ou chimiothérapie tout seul, ou bien AAVD, donc la chimiothérapie avec l'immunothérapie, l'étape suivante, c'est de faire un TEP scan. Si s'il y a une réponse complète, on n'a pas besoin de faire d'autres traitements et on n'a plus besoin de faire de scan. S'il y a une réponse partielle, maladie stable ou progression de la maladie, on fait des biopsies et on fait un traitement de sauvetage chez la progression de la maladie. Pour les gens qui sont en rémission, la plupart des rechutes qu'on peut voir, c'est dans les premiers 2 ans. Donc, le patient est vu à tous les 3 mois en général pendant 2 ans, puis ensuite à tous les 6 mois pendant 3 ans. Et ensuite, il est vu s'il y a la toxicité reliée au traitement. Mais pour ceux qui ont la chimiothérapie seule, il y a vraiment très peu d'effets à long terme. Donc, 1% de risque de problème de la moelle osseuse. Et il y a aussi des problèmes cardiaques, surtout s'il y a eu de la maladie, s'il y a eu de la radiothérapie au médiastin. Les effets secondaires, des cancers secondaires, ça aussi, c'est plus relié avec la radiothérapie. Et l'objectif, c'est toujours le retour à la normale. S'il y a une réponse partielle, certaines personnes, si juste le TEP scan montre juste un endroit qui est positif, on peut considérer de la radiothérapie à cet endroit-là. Mais si il y a la maladie stable ou la progression de la maladie, moi, je considère toujours de répéter une biopsie pour s'assurer qu'on a bien affaire avec une maladie résistante par rapport à juste une réactivation du système immunitaire. C'est pas rare que je me fais référer des patients qui se font dire qu'ils ont une maladie résistante ou qu'il y a une progression de la maladie, mais en fait, c'est juste une activation du système immunitaire normal ou une réaction qui est pas cancéreuse. Alors, vraiment, pour moi, la maladie résistante, c'est prouvé aux biopsies. S'il y a effectivement
une rechute ou la résistance au premier traitement, le traitement standard est une greffe de cellules souches, puis qui peut vraiment encore guérir la maladie d'Hodgkin. Le traitement, ça serait de donner une chimiothérapie de sauvetage, donc un autre type de chimiothérapie qui n'est pas offert en première ligne. Au Canada, ce type de chimiothérapie-là, on utilise en général le GDP parce que c'est moins toxique et aussi efficace que d'autres. Nous, à l'hôpital Juif, on a une étude clinique qui vont comparer la chimiothérapie standard, GDP, avec l'immunothérapie, brentuximab et pembro. Donc, c'est une nouvelle façon d'amener les personnes avec la maladie d'Hodgkin résistante en greffe. S'il y a une bonne réponse, on prélève les cellules souches du patient. Ensuite, on administre une chimiothérapie de haute dose qui pourrait endommager les cellules souches normales, mais étant donné qu'on les a prélevées avant, on les a conservées, on peut donner cette chimiothérapie à haute dose, puis ensuite redonner au patient les cellules souches pour que ça vienne repeupler la moelle et ça donne des guérisons dans 50% des patients. Alors, après la greffe, on peut administrer le brentuximab chez les patients qui sont à haut risque de récidive. Le brentuximab a été, en fait, la première fois qu'on a évalué cette molécule-là, c'était dans un contexte post-greffe, chez les patients qui ont eu la résistance à la chimiothérapie. Et dans ce contexte-là, 75% des patients avaient des très bonnes réponses, puis 34% avaient des réponses complètes. Ce que vous voyez à l'écran, ça s'appelle un waterfall plot. Sur l'axe des Y, c'est la taille des tumeurs. Donc, si c'est dans le positif, ça veut dire qu'en donnant le médicament, la maladie grossit. Mais si la colonne est dans le sens contraire, dans le négatif, ça veut dire que la taille des ganglions, la taille des tumeurs diminue. Chaque colonne représente un patient. Donc, on peut voir que même quand il y a la maladie qui est résistante à la chimiothérapie, la plupart des patients répondent, il y a des très bonnes réponses au brentuximab. Et c'est pour ça que ça a été approuvé pour la première fois dans le contexte post-greffe. On a aussi l'option post-greffe de donner des inhibiteurs de PD1. Donc, ce type d'interaction-là, la protéine PD1 qui est sur la cellule immunitaire, cellule T, et le PDL1 qui est sur la cellule d'Hodgkin, est une façon pour les cellules tumorales d'Hodgkin d'être évitées d'être vues par le système immunitaire. C'est un petit peu comme un tour de Jedi qu'on voit dans Star Wars. C'est que vous ne me voyez pas, je suis invisible. Alors, il utilise les interactions entre PDL1, la tumeur qui dit « je veux pas me faire voir », puis elle tranquillise, elle empêche la cellule immunologique de bien fonctionner. Mais on peut empêcher ces interactions-là avec un anticorps qui va cibler le PD1. Et aussitôt qu'on donne cet anticorps-là, puis on empêche ces interactions-là, les cellules immunitaires, les cellules T, ils se réveillent puis ils peuvent maintenant voir la cellule d'Hodgkin et ils vont l'attaquer. Donc, les deux anticorps qui sont efficaces
à inhiber ces interactions-là, c'est le pembrolizumab, Pembro, et nivolumab, Nivol. Donc, post-greffe, je vous ai dit que le brentuximab pouvait être utilisé euh, en entretien pour prolonger la rémission. Alors ça, c'est une étude qui a comparé des patients après la greffe à être la moitié ont reçu le brentuximab pendant 16 cycles et la moitié ont juste été observés, ils n'ont pas eu de traitement. Ce que vous pouvez voir à gauche, c'est une courbe de survie sans progression. Donc, l'axe des Y, c'est la survie à 100%. Donc, plus que la courbe est élevée, mieux que c'est, moins qu'il y a de rechute. Puis on peut voir que la courbe rouge qui représente le brentuximab, il y a moins de rechute. Elle est plus élevée que la courbe bleue qui est l'observation. Donc, il y a un avantage à diminuer le risque de rechute, mais par contre, ça vient avec le coût que les patients ont de la neuropathie, donc des engourdissements dans les mains et les pieds, dans 56%, et des neutropénies dans le tiers des patients. Et c'est un médicament qui coûte cher. Hein? Chaque dose de brentuximab coûte grosso modo 8 000 $. Donc, en ajoutant le brentuximab au traitement, même en première ligne, ça augmente les coûts de façon significative. Une autre stratégie, c'est de traiter avec le brentuximab si seulement qu'il y a une rechute. Fait que ce qu'on voit à droite, c'est que c'est la survie globale. Les patients qui ont rechuté, qui ont eu une rechute de Hodgkin, donc la courbe bleue, ont reçu le brentuximab seulement au moment de leur rechute. Et, euh, et ces patients-là ont la même survie à long terme que s'ils l'auraient reçu tout de suite après la greffe. Donc, il y a une stratégie, oui, on peut diminuer le risque de rechute, mais il y a certains patients qui vont être guéris, qui vont avoir, s'ils reçoivent le brentuximab, ils vont peut-être recevoir le brentuximab pour rien et ça va leur causer de la neuropathie. Donc, c'est deux options qui sont valides, donc l'observation ou le traitement avec le brentuximab. Les inhibiteurs de PD1, je vous ai expliqué, c'est complètement différentes façons de traiter l'Hodgkin. C'est l'immunothérapie, c'est les cellules T qui viennent attaquer la cellule d'Hodgkin. La première fois qu'on l'a utilisé, c'est après les rechutes de greffe et même après le brentuximab, et qu'on voit encore là, ça c'est un waterfall plot, où que la plupart des patients répondent d'une façon partielle ou même complète avec ce traitement-là. Donc, 70% des patients ont une réponse de plus que 50%, puis il y en a 20 à 25% qui ont une réponse complète avec des inhibiteurs de PD1. Une étude a comparé des patients qui ont rechuté post-greffe ou qui n'étaient pas éligibles à la greffe à recevoir du brentuximab ou du Pembro. Alors, qu'est-ce qui est mieux? S'ils n'ont pas été exposés au BV et n'ont pas eu d'exposition aux inhibiteurs d'anti-PD1. C'est une étude qui a comparé 150 patients dans chaque traitement. C'est des patients qui étaient réfractaires à la chimiothérapie, donc qui n'ont pas eu de réponse à la chimiothérapie dans 40% des patients. Puis, il y a au moins 40% qui n'avaient même pas répondu à leur BVD. Donc, c'est des patients qui étaient à très haut risque. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, le pembrolizumab a eu des meilleures réponses que le brentuximab.
Ça, c'est une courbe de survie sans progression. Donc, la courbe du haut, c'est le pembrolizumab. Donc, elle est plus élevée. Il y a moins de rechutes avec le pembro qu'avec le BV. Donc, euh, la réponse globale était 65 versus 55 et PFS, c'est Progression Free Survival, donc c'est survie sans progression de 13 mois versus 8 mois. Les effets secondaires sont très différents. Avec le BV, le brentuximab, on les connaît très bien, neuropathie et infection et les effets sur les neutrophiles. Donc, ça, c'est très connu. Les effets indésirables des inhibiteurs de PD1, l'immunothérapie, c'est des effets qui, c'est l'immunothérapie peut attaquer soi, le corps. Plus souvent qu'autrement, c'est la glande thyroïde qui est affectée, mais il peut avoir d'autres effets sur l'appétit, fatigue. Il y a moins de fatigue avec Pembro. La qualité de vie est meilleure avec Pembro. Il peut avoir la fièvre initialement, mais à long terme, on ne voit pas vraiment ça. C'est vraiment 5% des patients ils peuvent avoir un effet sérieux euh, où le système immunitaire décide d'attaquer. Ça peut être encéphalite, le cerveau, ça peut être le cœur, les poumons. En fait, si le patient ne se sent pas bien avec le Pembro, il devrait voir au niveau, devrait voir son médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas un effet secondaire sur un de ses organes. Et ça, c'est quand c'est au moins 5% des patients. La réponse initiale aux patients qui sont traités avec Pembro au niveau va prédire la réponse à long terme. Les patients qui ont euh, une rémission complète avec Pembro au niveau, la moitié de ces patients-là ont des réponses à long terme, puis de plusieurs années. Moi, j'ai 5 patients qui se sont fait dire, avant de commencer l'étude, qu'il n'y avait plus rien à faire et qui maintenant, 5 ans plus tard, sont encore en vie et ils ont des enfants. Alors, c'est vraiment la réponse initiale. Une réponse partielle ou maladie stable euh, peut être durable, peut avoir ils peuvent se sentir bien pendant 2 ans, mais si on arrête le médicament, éventuellement la maladie va revenir. La question se pose toujours, quel est le rôle d'une greffe de moelle osseuse du type alléogénique. Donc, c'est une greffe où on prélève la moelle ou les cellules souches d'un autre patient, un donneur, euh, et qu'on donne ça au patient. Donc, le but, c'est un autre type de immunothérapie où que les cellules les cellules du donneur vont reconnaître les cellules d'Hodgkin comme étant pas compatibles, pas les siens, et va attaquer la maladie de cette façon-là. On a des données à long terme où on peut voir des réponses dans au moins le tiers des patients. 60% sont en vie plus que 2 ans. Le problème avec ce traitement-là, c'est que c'est la toxicité. Donc, on sait que il y a une mortalité reliée à la greffe dans les 2 premières années. Ça peut s'élever jusqu'à 20%. Et cette mortalité-là vient de la toxicité. C'est la maladie du greffon, ça peut être des infections sévères.
Alors, il faut vraiment faire la part des choses. Les chances sont que le patient va être en vie. euh, les chances de survie à 2 ans sont plus élevées si les patients sont traités avec des inhibiteurs de BD1 par rapport à une allogreffe. Alors, je dirais, la plupart des hématologues vont préconiser un traitement avec l'immunothérapie avant l'allogreffe. Ça vient avec plus d'effets secondaires post-greffe s'il y a une allogreffe envisageable, mais avec une meilleure qualité de vie. Alors, ce qui est nouveau dans le traitement de la maladie d'Hodgkin, c'est d'inclure des anti-PD1 en première ligne. Il y a une grande étude euh, qui a été faite aux États-Unis et au Canada euh, avec presque 1000 patients qui ont comparé le traitement de AAVD, donc avec brentuximab, contre des patients, contre le traitement de nivolumab et AVD. Euh, donc, c'est une étude qui était très unique parce que ça incluait des patients de tous les âges, incluant les enfants et des adultes qui étaient assez âgés. La plupart des patients étaient assez malades. 66% avaient le stade 4 et chaque patient qui avait AVD devait recevoir des facteurs de croissance, donc le grassofil ou la toga, pour diminuer les risques de neutropénie et d'infection. Mais ce n'était pas le cas avec le nivolumab. Et cette année, dans les grandes conférences, ça nous a été présenté les résultats préliminaires à 1 an et on voit qu'il y a plus de euh, rémission avec le nivolumab que le brentuximab. Donc, la survie sans progression, ça c'est, donc il y a moins de rechutes avec le nivolumab que l'AVD, 94 versus 86. Il y avait plus de neutropénie avec le nivolumab, probablement parce qu'il n'y avait pas de facteur de croissance qu'avec le AVD, mais il y a plus de patients qui ont continué leur traitement avec le nivolumab que avec le AVD. Donc, c'est à suivre. C'est une étude qui n'a pas été encore publiée, mais qui a beaucoup d'intérêt parce que ça peut éventuellement changer encore le traitement de Hodgkin en première ligne. Donc, c'est à suivre. Donc, mes conclusions sont que la maladie d'Hodgkin est un des cancers les plus guérissables, donc dans plus que 80 et 90% des patients, dépendant du stade. Le ABVD et le AAVD sont les traitements standards, plus ou moins radiothérapie. En cas de rechute, la greffe demeure un traitement curatif. Euh, En cas de rechute post-greffe, le brentuximab et les inhibiteurs de PD1, donc le nivolumab et le pembrolizumab, sont des options. Et les essais cliniques permettent d'accéder à de nouvelles thérapies. Alors, avec ça, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.